Je m'appelle Élise Marchand, j'ai 33 ans, et je suis debout devant ma propre porte, pieds nus, avec une tasse de café qui a complètement refroidi dans mes mains, en train de regarder une femme que je n'ai jamais vue de ma vie, qui tient un album de mariage contre sa poitrine, comme si c'était la seule chose qui l'empêche de s'effondrer. Et elle dit: Je m'appelle Camille Vernet, je crois que vous connaissez mon mari. Je voudrais vous dire que j'ai répondu quelque chose, que j'ai eu une réaction digne, composée, la bonne réaction. Mais ce que j'ai vraiment fait, c'est rester là, dans mon grand pull en laine grège avec cette tasse froide entre les paumes, un samedi matin d'octobre, pendant que toute ma compréhension des 4 derniers mois se réarrangeait derrière mes yeux comme des meubles qu'on traîne sur un parquet. Vernet. Julien Vernet. L'homme que j'avais laissé entrer dans ma vie, doucement, précautionneusement, depuis 4 mois. L'homme dont le prénom était enregistré dans mon téléphone avec un petit point d'interrogation mental. Pas de doute sur lui, un point d'interrogation sur moi-même, sur ce que je ressentais et si j'avais le droit de le ressentir. Cet homme-là avait une femme qui se tenait devant ma porte, avec leur album de mariage. Et mon cœur insensé, mon cœur stupide, prudent, espérant malgré tout, a saigné, là, sur ce paillasson. Si vous avez déjà connu ce moment où le sol cesse d'être le sol, où tout ce que vous croyez solide se révèle n'avoir été qu'une mise en scène, restez avec moi. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme qui mentait, c'est ce que j'ai trouvé dans cet album, et ce que j'en ai fait après. Avant d'aller plus loin, si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et si ce que je raconte vous touche quelque chose de proche, appuyez sur le pouce en l'air et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et à quelle heure il est là où vous êtes. J'aime vraiment savoir qui est de l'autre côté. Maintenant, laissez-moi reprendre depuis le début. J'ai grandi à Clermont-Ferrand, en Auvergne, dans une maison petite et propre, et émotionnellement épuisante de la façon particulière que les maisons peuvent être quand elles fonctionnent à la surface, mais portent quelque chose de non dit sous chaque repas. Mon père était technicien chez Michelin depuis 22 ans, un homme silencieux et droit, qui exprimait son amour en réparant les choses cassées plutôt qu'en prononçant des mots. Ma mère était aide-soignante à mi-temps, une femme de devoir qui gérait la maison avec une efficacité presque militaire et rentrait avec le dos courbé et les mains rouges, et qui faisait quand même le dîner. Tous les soirs, sans se plaindre, sans en faire un mérite. Elle le faisait parce que c'était nécessaire et qu'elle était celle qui était là. J'avais une sœur cadette, Lucie, de 3 ans ma Benjamine, que j'ai en partie élevée de la façon dont les sœurs aînées dans des maisons comme la nôtre finissent parfois par le faire. Pas parce qu'on vous l'avait demandé, mais parce que vous voyiez ce qui devait être fait et que vous étiez assez grande pour le faire. Je préparais son goûter. Je relisais ses devoirs le soir à la table de la cuisine. Je l'aimais comme on aime quelqu'un dont la vulnérabilité vous est complètement visible, avec une férocité et une sorte de chagrin privé qu'on ne nomme pas. La maison de mon enfance m'a appris 2 choses. Premièrement, l'amour se démontre par les actes silencieux, pas par les mots. Deuxièmement, la personne qui reste et gère les choses sans se plaindre est la personne dont tout le monde dépend, et la personne à qui personne ne pense à demander comment elle va. J'ai porté ces 2 leçons dans chaque relation que j'ai jamais eue. Et je veux que vous compreniez ça avant que je vous parle de Julien. Parce que la raison pour laquelle il a fonctionné sur moi, la raison pour laquelle sa performance particulière a atterri exactement là où elle a atterri, c'est qu'elle parlait directement à tout ce que cette maison m'avait appris à croire sur ce que ça voulait dire d'être aimé. Je suis sortie de là grâce au design. J'ai étudié à l'École nationale supérieure d'art à Cergy, avec une bourse régionale, et un job d'été chaque année dans une imprimerie à Clermont. L'imprimerie, j'y pense encore parfois. L'odeur du papier quand il sort de la presse, cette odeur propre et légèrement chimique qui est une des choses les plus satisfaisantes que je connaisse. J'ai eu mon diplôme en 4 ans, pas de dette. Une petite fierté secrète et très personnelle. À 29 ans, j'avais un appartement à moi dans le 11e, rue de la Roquette, 42 mètres carrés que je payais seule,
et dans lesquels j'avais exactement les affaires que j'avais choisies. J'avais un travail que je faisais bien. J'avais 6 000 € d'économie, pas beaucoup, mais à moi. Et j'avais un chat, Figaro, un roux taché de blanc, que j'avais trouvé devant le Monoprix sous la pluie. Figaro avait le tempérament de quelqu'un qui a beaucoup vécu et qui a choisi de ne pas en parler. Je veux que vous sachiez tout ça, parce que j'ai besoin que vous compreniez que quand j'ai rencontré Julien, je n'étais pas une femme qui attendait qu'on la sauve. J'avais une vie qui fonctionnait. Ce que je n'avais pas, et que j'évitais avec une constance que je n'avais jamais nommée à voix haute, c'était quelqu'un que j'avais vraiment envie de garder. J'avais un schéma avec les hommes que je n'avais jamais formulé clairement à personne. Je choisissais des hommes qui gardaient un pied dehors. Un petit ami de fac qui avait déménagé à Bordeaux en me prévenant 2 semaines avant. Un collègue dans la vingtaine qui ne formalisait jamais, quelle que soit la durée. Des hommes qui étaient assez présents pour que ça ressemble à quelque chose, mais jamais assez engagés pour que ça soit vraiment quelque chose. J'avais pris ça pour de la sécurité. J'avais confondu la douleur du presque avec quelque chose que je pouvais contrôler. Et puis, j'ai rencontré Julien lors d'une soirée pendaison de crémaillère chez des amis communs, un soir de septembre, et il était entièrement, totalement, déstabilisante Mela. Il posait des questions et attendait les réponses. Il retenait ce que je disais, il donnait suite, il était présent. Il était le premier homme depuis des années qui me donnait l'impression d'être la destination, pas l'escale. Je l'ai laissé entrer lentement, comme je fais tout, une main sur le mur. Il a rencontré Figaro. Il a appris comment je prenais mon café. Il connaissait la petite cicatrice sur mon sourcil gauche, une chute de vélo à 7 ans, et il m'en avait parlé avec une curiosité vraie, pas comme une technique de séduction. J'avais mentionné son prénom à ma mère un dimanche au téléphone, et elle avait été silencieuse un moment avant de dire « Il a l'air de vraiment faire attention à toi ». Et j'avais pensé « Oui, c'est exactement ça ». J'avais commencé à imaginer la suite. Pas grand-chose, pas de projets abstraits, pas de grands plans, juste le mois prochain. Je me demandais si je pouvais l'inviter au dîner d'anniversaire de Lucie, si c'était trop tôt, si le fait que j'y pensais signifiait que quelque chose avait changé. Quelque chose avait changé. C'est la seule chose que j'avais vue juste. Et si vous avez déjà été assez proche d'une chose réelle pour sentir votre propre poitrine s'ouvrir vers elle, cette sensation spécifique et terrifiante de vouloir que quelque chose marche, alors vous comprenez exactement où j'en étais ce samedi matin. Exactement à quel point je n'étais pas préparée à ce coup à la porte. Voilà ce que personne ne vous dit sur la honte. Elle ne vient pas toujours pour des choses que vous avez mal faites. Parfois, elle arrive parce que vous étiez la dernière personne dans la pièce à comprendre dans quelle pièce vous étiez vraiment. Et debout devant ma porte avec cette tasse froide et mes pieds nus sur le paillasson, en regardant Camille Vernet et son album de mariage, je n'avais jamais eu l'air aussi sotte de ma vie. Et je savais déjà, de cette façon dont on sait parfois les choses avant de les savoir, que ce qu'il y avait dans cet album allait changer la forme de tout ça. J'ai reculé d'un pas, j'ai dit « Entrez ». Camille Vernet s'est assise sur le bord de mon canapé, comme quelqu'un qui avait répété ce geste. Pas à l'aise, pas détendue, perchée, avec l'album en travers des genoux, les mains croisées dessus et le dos parfaitement droit, de la façon dont on se tient quand la posture est la dernière forme de maîtrise encore disponible. Je me suis installée dans le fauteuil en face. J'ai ramené mes pieds sous moi. Je ne lui ai pas proposé de café. Je ne sais pas pourquoi, je propose toujours du café. C'est la première chose que je fais quand quelqu'un franchit ma porte. C'est presque réflexe. Mais quelque chose dans la formalité de sa façon d'être assise rendait l'idée du café absurde. Comme si on était déjà passé à autre chose. Comme si cette conversation avait déjà sauté plusieurs étapes. Figaro est entré dans le salon, nous a regardés toutes les deux et est reparti. J'ai dit « Comment vous m'avez trouvé ?» Elle a dit « Il a laissé sa messagerie personnelle ouverte sur notre ordinateur. Il y a 3 semaines. » 3 semaines. Elle savait depuis 3 semaines et n'avait rien dit. J'ai regardé son visage et j'ai cherché de la rage. J'ai cherché la version de cette scène que j'avais toujours imaginée si jamais je me retrouvais dans cette situation.
les cris, les accusations, la femme qui vient chez vous parce qu'elle a besoin de quelqu'un à détester et que vous êtes la candidate la plus commode. Mais ce n'était pas ça qui était dans son visage. Ce qu'il y avait dans son visage était quelque chose de bien plus silencieux et de bien plus difficile à regarder. Elle avait l'expression de quelqu'un qui avait déjà tout pleuré, qui était arrivé, au terme de 3 semaines de dévastation privée, à quelque chose de l'autre côté. Je sais que vous ne saviez pas, a-t-elle dit. Et j'ai dit, et j'ai un peu honte de la vitesse à laquelle je l'ai dit. Comment vous le savez? Elle m'a regardé un moment. Parce que je sais comment il fonctionne. Quelque chose dans ma poitrine s'est immobilisé. Elle a ouvert l'album. Je veux m'arrêter une seconde ici, parce que j'ai besoin que vous compreniez ce que j'attendais quand elle a ouvert cet album. J'attendais des photographies de mariage. Je m'y étais préparée, à l'image de Julien en costume regardant quelqu'un de la façon dont il m'avait regardé, à la cruauté spécifique de voir vos souvenirs récents reflétés dans ceux, plus anciens, de quelqu'un d'autre. J'étais prête à ça. Je m'étais blindée. Ce n'est pas ce qu'il y avait dans l'album. Les premières pages étaient bien des photographies, oui. Un mariage, une église quelque part dans le 6e, Julien dans un costume anthracite, Camille dans une robe simple et belle, tous les deux avec l'air que les gens ont sur les photos quand ils croient commencer quelque chose. Mais ensuite, les photographies laissaient place à autre chose. Des pages imprimées, des relevés bancaires, des reçus d'hôtels et de restaurants avec des dates surlignées au marqueur jaune. Et puis, glissés dans une pochette plastique transparente comme un document qui mérite d'être conservé, des captures d'écran de messages imprimés, y compris des messages depuis mon numéro, mes propres mots sur une feuille imprimée, dans une pochette plastique, dans l'album de mariage d'une femme. Des messages que j'avais envoyés à Julien un mardi soir à 22h30. Un message bête et affectueux, envoyé après qu'il m'avait apporté une soupe quand j'étais malade. Envoyé sans y penser, sans y avoir repensé depuis. J'avais été classée. C'est le mot qui m'est venu, assise là. J'avais été classée et archivée dans la documentation d'une tromperie à laquelle je n'avais pas su que je participais. J'ai levé les yeux vers Camille. C'est quoi tout ça? Elle a dit. C'est tout. Je l'ai constitué parce que j'avais besoin de comprendre moi-même avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Elle a tourné quelques pages de plus. Il y avait une section, et mon estomac s'est retourné quand je l'ai vue, qui précédait leur mariage. Une autre femme, un prénom que je ne connaissais pas, une ville que je ne connaissais pas, Marseille. Des reçus, des messages, une photo imprimée depuis ce qui ressemblait à un compte de réseau social. Une femme qui n'avait rien su non plus. Il faisait ça avant le mariage, a dit Camille. Pas avec de la colère, avec la précision plate de quelqu'un qui lit un rapport. J'ai trouvé un reçu 8 mois après la cérémonie, et il me l'a expliqué parfaitement. Et j'ai choisi de le croire. Je veux que vous le sachiez, que j'ai fait un choix. Je ne suis pas là en prétendant que je n'avais aucune information. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Je ne sais toujours pas ce qu'on dit à quelqu'un qui vous annonce qu'il a choisi, une fois, de croire quelque chose qui s'est avéré être un mensonge. Ce que j'ai ressenti à ce moment n'était pas du jugement. Ce que j'ai ressenti, c'était une reconnaissance froide et précise, parce que je savais quelque chose sur le fait de choisir de croire des choses. Je savais quelque chose sur le fait de regarder des indices qui pointaient peut-être dans une direction et de trouver une raison de regarder ailleurs. Avez-vous déjà été assise dans une pièce et regardé la forme entière de quelque chose devenir visible pour la première fois, pas révélée par quelqu'un d'autre, mais assemblée, pièce par pièce, à partir de choses que vous saviez déjà, mais que vous aviez tenues dans des tiroirs séparés? Ce moment où tous les tiroirs s'ouvrent en même temps, je veux savoir si vous y avez été. Dites-le en commentaire, parce que je pense que plus de gens ont vécu ça dans cette pièce-là qu'on ne le dit jamais, et je lis tous vos commentaires, vraiment tous. J'ai regardé l'album ouvert sur ma table basse. J'ai regardé l'alliance de Camille, encore à son doigt gauche, qu'elle a effleuré une fois, brièvement, du bout du pouce, dans un geste si intime que j'ai eu l'impression de ne pas avoir dû le voir.
J'ai dit: Pourquoi vous m'avez apporté ça? Elle a été silencieuse. Pas le silence de quelqu'un qui cherche une réponse. Le silence de quelqu'un qui décide si elle va vous donner la vraie. Parce que vous êtes la seule autre personne qui était dedans, a-t-elle dit, qui pourrait vraiment comprendre ce que je tiens entre les mains. J'ai pris mon téléphone. Je ne sais pas exactement ce que je cherchais en le faisant. Je crois qu'une partie de moi avait besoin d'entendre sa voix. Pas parce qu'il me restait des illusions. Celle-là s'était évaporée quelque part, autour de la 3e page de reçus imprimés. Mais parce que j'avais besoin de la confirmation d'entendre sa normalité performer encore une fois. J'avais besoin de savoir s'il pouvait encore le faire, maintenant que je savais. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Eh, je pensais justement à toi. » J'ai dit. « Ta femme est assise en face de moi. » Il y a eu un silence. Je l'ai compté dans ma tête, involontairement. Environ 4 secondes. En 4 secondes, j'ai entendu toute l'architecture de ce qu'il avait construit craquer et se déplacer. Puis le bruit de ce qui ressemblait à une portière de voiture. Il n'est pas venu à l'appartement. Bien sûr que non. Ce n'était jamais la confrontation que ça allait être, parce que Julien Vernet n'était pas le genre d'homme qui confronte les choses. Il était le genre d'homme qui excellait à ne pas être dans la pièce quand la pièce devenait difficile. Le bruit de portière, c'était lui qui partait d'où qu'il soit, proprement, efficacement, sans scène, parce que partir proprement, c'était ce qu'il savait faire. J'ai reposé le téléphone sur la coudoir du fauteuil. Camille avait regardé mon visage pendant toute la durée de l'appel. Elle ne m'a pas demandé ce qu'il avait dit. Elle connaissait déjà la forme de ce qu'il ferait. « Il ne vient pas, » j'ai dit. « Non, » a-t-elle dit. « Il ne viendra pas. » Et alors quelque chose d'étrange s'est produit, qui est que ni l'une ni l'autre n'a rien dit pendant ce qui m'a semblé très longtemps, et ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui viennent de traverser quelque chose ensemble, et qui, séparément, passent en revue les décombres. Figaro est revenu dans le salon. Il s'est dirigé directement vers la table basse, a reniflé l'album avec la concentration appliquée qu'il met à tout examiner, et puis il s'est assis dessus, avec l'autorité complète et totale d'un chat qui a décidé que cet objet lui appartient maintenant. Camille l'a regardé, et elle a ri. Un petit rire court et épuisé, le genre qui sort quand quelque chose n'est pas drôle, mais que votre corps a besoin d'une soupape de décompression. Et j'ai ri aussi. Pareil. Juste un instant. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine faire une 2e cafetière sans demander. Elle est restée encore 2 heures. Je sais que ça semble étrange. Une femme que vous n'avez jamais rencontrée, dont le mari vous fréquentait sans que vous le sachiez depuis 4 mois, assise dans votre appartement un samedi matin pendant 2 heures. Mais il faut que vous compreniez quelle était l'alternative, pour l'une comme pour l'autre. Elle aurait pu partir. J'aurais pu le lui demander. Et nous nous serions retrouvées chacune seule dans notre appartement avec tout ça, et il n'y aurait eu personne d'autre sur Terre pour comprendre la forme exacte et particulière de ce qui venait de se passer. Alors elle est restée. Et on a parlé avec une honnêteté que je n'avais presque jamais connue avec des gens que je fréquente depuis des années. L'honnêteté spécifique qui n'est disponible qu'entre des personnes qui n'ont plus absolument rien à jouer l'une pour l'autre. Elle m'a parlé du reçu d'il y a 3 ans, comment elle l'avait trouvé, comment il lui avait expliqué, comment l'explication avait été parfaite, pas suspecte dans sa perfection, juste parfaite. Et comment elle avait choisi de le ranger quelque part au fond d'un tiroir, parce que l'alternative, c'était une vie qu'elle n'était pas encore prête à regarder en face. Je lui ai parlé des hommes avant Julien, de mon schéma, choisir des hommes qui gardaient un pied dehors, de la façon dont j'avais choisi Julien précisément parce qu'il semblait tellement, inhabituellement, entièrement là, comme s'il était complètement dedans, comment j'avais pris sa présence comme preuve de quelque chose de réel. Il performait la présence, a dit Camille. C'est son truc à lui. Il est extraordinairement doué pour ça. J'ai pensé à la soupe. J'ai pensé à lui qui connaissait comment je prenais mon café. J'ai pensé aux questions qu'il posait et à la façon dont il attendait les réponses.
une performance. Une performance extraordinairement bien rodée. Répétée probablement. Affinée peut-être sur la femme de Marseille dont je connaissais maintenant le prénom depuis une feuille imprimée dans une pochette plastique. Et je l'ai senti alors, le poids entier de la honte. Pas de la culpabilité, je veux être précise sur cette distinction parce qu'elle compte. La culpabilité, c'est pour les choses que vous avez faites. La honte, c'est pour les choses qu'on vous a faites et dont vous vous sentez responsable quand même. Ce que j'éprouvais assise dans ce fauteuil, c'était la honte spécifique et nauséeuse de quelqu'un qui avait été utilisé comme instrument dans une tromperie à laquelle elle n'avait pas consenti, qu'elle n'avait pas su, qu'elle n'aurait pas pu empêcher, et qui se sentait quand même, irrationnellement, complètement, idiote. Je suis restée avec ce sentiment. Je n'ai pas rangé l'appartement. Je n'ai pas réorganisé quoi que ce soit. Je suis juste restée avec. Ce qui, pour moi, était quelque chose d'entièrement nouveau. Avant que Camille parte, elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a fermé l'album. Elle a passé la paume une fois sur la couverture en lin crème, un geste si bref et si définitif qu'il ressemblait à un au revoir. Et puis elle l'a poussé sur la table basse vers moi. « Gardez-le », a-t-elle dit. Je l'ai regardé. « C'est votre album de mariage. J'ai fait une copie de tout ce qui compte », a-t-elle dit. « Les originaux vont chez mon avocate. Mais j'ai besoin que vous l'ayez tenu. J'ai besoin que quelqu'un d'autre l'ait tenu en dehors de moi. » Je l'ai pris. Il était plus lourd que je ne l'attendais, pas physiquement, c'était juste un livre. Mais le poids de ce qui était dedans, les reçus et les captures d'écran et les photographies, et la femme de Marseille, et mes propres mots dans une pochette plastique, appuyaient dans mes mains d'une façon qui n'avait rien à voir avec le papier. Elle s'est levée. Elle a lissé son manteau. Elle a ramassé son sac. Et puis elle s'est arrêtée devant ma porte, et s'est retournée, et m'a regardée avec ses yeux marrons très immobiles, et elle a dit « Ce n'était pas votre faute. » Et ce n'était pas la mienne non plus. J'avais besoin de le dire à voix haute à quelqu'un qui comprendrait vraiment ce que ça veut dire. Puis elle est sortie. Je suis restée longtemps devant la porte fermée. Figaro est venu s'asseoir sur mes pieds. Les jours qui ont suivi avaient une texture particulière que je n'avais pas connue avant. Pas du chagrin exactement, pas de la colère exactement. Quelque chose qui ressemblait davantage à la sensation après que la fièvre tombe, tout légèrement trop net, trop présent, votre propre peau un peu étrangère. Je suis allée au travail le lundi, je me suis assise à mon bureau, et j'ai déplacé des choses sur des écrans, et j'ai donné des retours sur des maquettes et des choix typographiques, et je l'ai fait correctement et automatiquement, pendant qu'une partie intérieure de moi était encore dans ce fauteuil face à Camille Vernet, en train de tourner des pages. Julien a appelé 4 fois dans les 2 premiers jours. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé 3 messages. Le premier disait « On peut se parler ». Le deuxième disait « Je sais ce que ça a l'air d'être ». Le troisième disait « Tu mérites une explication ». Je les ai lus dans l'ordre, et puis j'ai posé mon téléphone face contre la table de la cuisine, et je suis allée nettoyer la salle de bain, parce que c'est ce que je fais, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Mais voilà ce qui était différent cette fois. J'ai fini de nettoyer la salle de bain, et je suis sortie, et je me suis assise sur le bord de mon lit, et j'ai dit à voix haute, à personne, à Figaro qui faisait semblant de dormir sur l'oreiller, « Cette honte n'est pas à moi. » Je n'avais jamais dit quelque chose comme ça. Je n'avais jamais identifié le sentiment assez vite pour le nommer, encore moins pour le contredire. Mais Camille avait dit ça devant ma porte. Ce n'était pas votre faute, ce n'était pas la mienne non plus. Et quelque chose dans le fait d'avoir entendu ça de la seule autre personne qui avait été à l'intérieur du mensonge rendait possible de le localiser, rendait possible de le prendre et de le regarder. La honte était réelle, elle était là, posée dans ma poitrine. Mais elle avait une adresse, et cette adresse n'était pas moi. J'ai appelé ma mère ce dimanche-là. Elle a décroché à la première sonnerie comme elle fait toujours, comme si elle tenait déjà le téléphone. Je lui ai tout raconté sur Julien, le coup à la porte, l'album, les 2 heures sur mon canapé, le café que j'avais fait sans demander, l'alliance de Camille encore à son doigt.
Ma mère a écouté sans m'interrompre, ce qu'elle a toujours su faire extraordinairement bien. Et quand j'ai eu fini, elle a été silencieuse un moment, et puis elle a dit: Est-ce que tu savais, avant qu'elle arrive? Non, j'ai dit. Alors la seule chose que tu as mal faite, a-t-elle dit, c'est de faire confiance à quelqu'un qui a travaillé très dur pour la mériter. J'ai commencé à pleurer alors. Pas la façon effondrée, laide, juste celle où vos yeux se remplissent et débordent, et votre voix devient légèrement instable et vous le laissez arriver. Ma mère est restée en ligne. Elle n'a rien dit d'autre. Elle est juste restée, ce qu'elle a toujours fait. La femme qui ne rangea jamais les lettres, qui faisait des tartines après les conversations derrière la porte fermée, qui démontrait l'amour en étant présente et en ne disant rien, et en étant entièrement là. Je l'ai comprise différemment ce dimanche. J'ai compris que son silence n'était pas de l'endurance jouée en force. C'était juste de l'amour, faisant la seule chose qu'il savait faire. J'ai gardé l'album dans mon placard pendant 11 jours. Sur l'étagère au-dessus de mes manteaux d'hiver, repoussé vers le fond, là où je pouvais sentir sa présence sans avoir à le regarder. Je l'ai sorti 2 fois, une à 2 heures du matin quand je ne dormais pas, et une un jeudi soir après le travail. Et les 2 fois j'ai ouvert quelques pages, et je l'ai refermé, et je l'ai remis en place. Le 12e jour, j'ai appelé Sarah. Sarah Bouchard. On s'est connus lors d'un stage commun à Paris, et c'est le genre de personne qui monte dans sa voiture et fait 40 minutes de route à 22 heures sans demander de contexte, ce qu'elle a fait. Elle a apporté du vin de supérette et un grand sachet de chips, et elle s'est assise sur mon canapé, et je lui ai montré l'album, et elle en a regardé chaque page sans rien dire. Et quand elle a eu fini, elle l'a fermé, et elle a dit: Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Pas quel monstre, pas ma pauvre, juste qu'est-ce que tu veux faire? On ne m'avait pas posé cette question une seule fois dans les 11 jours depuis le départ de Camille. J'avais été en train de reconstituer, de renommer, d'appeler ma mère, de nettoyer des pièces qui étaient déjà propres. Mais personne ne m'avait demandé ce que je voulais faire. J'ai dit: Je crois que j'ai besoin d'arrêter de porter ça à sa place. Sarah a hoché la tête. Alors arrête. Ça semble simple. C'est, d'une certaine façon, la phrase la plus simple. Arrêter de porter quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Le poser. Laisser son poids retourner à la personne dont il vient. Mais voilà ce que personne ne vous dit sur la honte, surtout celle qui vous a été remise par les choix de quelqu'un d'autre. Elle ne se libère pas facilement juste parce que vous avez correctement identifié à qui elle appartient. Vous pouvez savoir, avec une clarté intellectuelle parfaite, que vous n'avez rien fait de mal, et la sentir quand même assise dans votre poitrine chaque matin au réveil. Sentir encore la bouffée de chaleur quand vous pensez à raconter ça à quelqu'un de nouveau, et à le voir se demander plus tard si vous saviez. Si vous étiez le genre de femme qui... Et cette phrase doit être arrêtée. À chaque fois. Net. Si vous avez déjà dû faire ce travail, le travail d'attraper vos propres pensées au milieu d'une phrase et de refuser de les laisser aller dans la direction où elles essaient d'aller, alors vous savez à quel point c'est épuisant et à quel point c'est nécessaire. Appuyez sur j'aime si vous connaissez cette sensation. C'est l'un des travaux les plus difficiles qu'une personne puisse faire, et presque personne ne le voit, et il compte plus que presque n'importe quoi d'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je veux que vous soyez là pour la suite. Un mardi matin, 3 semaines après la visite de Camille, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Il disait: C'est Camille. Je voulais vous dire. J'ai déposé le dossier lundi. Je pensais que vous deviez la prendre par moi. Je suis restée longtemps à ma table de cuisine avec ce message sur l'écran. J'ai tapé: Merci de me le dire. J'espère que vous allez bien. Elle a répondu: Ça ira. Je crois que vous aussi. J'ai posé mon téléphone. J'ai pris mon café. Dehors, Paris faisait ce que Paris fait en début novembre. Cette lumière grise et dorée particulière, les arbres dépouillés jusqu'à leur forme, tout réduit à sa structure réelle, sans la douceur des feuilles pour embrouiller les lignes.
Il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé clarificateur dans ce genre de lumière. Elle vous montre de quoi les choses sont vraiment faites. J'ai pensé à la femme de Marseille. J'ai pensé à Camille assise face à moi, avec les mains croisées sur l'album. J'ai pensé à Julien au téléphone. Et je pensais justement à toi. Et aux 4 secondes de silence, et au bruit de portière. Et puis j'ai pensé à quelque chose que ma mère avait dit un jour, il y a des années, quand j'avais peut-être 13 ans, et que j'étais bouleversée par une amie qui avait répété un secret que je lui avais confié. Ma mère avait dit « Certaines personnes utilisent ce que tu leur donnes. Ça ne veut pas dire que tu avais tort de le donner. » Je n'y avais pas repensé depuis peut-être 20 ans. Ça m'est revenu entier, dans sa voix exacte, à ma table de cuisine avec la lumière grise et dorée de novembre par la fenêtre. C'est ce moment-là. C'est celui auquel je reviens. Pas la porte, pas l'album, pas mes propres mots dans une pochette plastique. Ce moment à la table de la cuisine, avec la voix de ma mère dans la tête, et les arbres dehors réduits à leur forme réelle, c'est là que la honte a fini de se déplacer. Elle a quitté ma poitrine. Lentement, pas d'un coup, pas de façon dramatique, comme une fièvre qui tombe, pas vraiment un moment, plutôt un glissement. Quelque chose qui serrait, qui relâche son emprise. Elle ne m'appartenait pas. Elle ne m'avait jamais appartenu. J'ai soufflé. Figaro a sauté sur la table et s'est assis directement sur mon téléphone, ce qu'il fait quand il estime que la situation nécessite son intervention. J'ai ri. À voix haute. Seule dans ma cuisine un mardi matin, j'ai ri. Je n'ai plus eu de nouvelles de Julien après ces 3 messages. Je veux dire que ça m'a surprise. Une partie de moi, la partie qui avait passé 4 mois à le lire comme quelqu'un qui faisait attention, qui donnait suite, qui était là, attendait une dernière tentative, une dernière performance. Quelque chose de construit et de spécifique, conçu pour atterrir exactement là où j'étais le plus susceptible de vaciller. Parce que c'est ce que quelqu'un capable de ce qu'il avait fait ferait, non? Une dernière poussée bien calculée. Mais il n'y a eu rien. Le silence. Propre, complet, immédiat. Et quand j'ai compris pourquoi, quand j'ai retourné ça et que je l'ai regardé, ça avait un sens froid et clarificateur. Julien Vernet n'est pas venu me chercher parce que je n'étais pas le sujet. La performance nécessite un public qui ne sait pas qu'il est un public. À partir du moment où je savais, j'avais cessé d'être utile. Il n'y avait plus rien à performer. J'étais devenue, et c'est le mot qui est arrivé et qui est resté, encombrante. J'étais passée de quelqu'un qu'il choisissait à quelqu'un qui avait des informations qu'il fallait contenir. Et la façon la plus efficace de les contenir, c'était de disparaître. J'ai vécu avec ça un moment, pas avec du chagrin, je veux être précise là-dessus, mais avec une reconnaissance sobre et particulière. La chose que j'avais prise pour de la présence, pour de l'attention, pour quelqu'un qui était vraiment, entièrement là. C'était de la gestion. Une gestion extraordinairement habile, patiente, spécifique. Et je l'avais ressentie comme de l'amour, parce qu'elle avait été calibrée pour ressentir exactement comme ça. La partie la plus effrayante, ce n'est pas qu'il m'ait trompée. La partie la plus effrayante, c'est tout le travail que ça a dû demander. Tout ce qui était délibéré dans chaque chose. Sarah a appelé un vendredi soir, environ 5 semaines après la visite de Camille. Elle avait appris quelque chose par l'ami commun, dont la pendaison de crémaillère était la soirée où j'avais rencontré Julien. Les nouvelles avaient circulé, comme elles circulent dans les cercles sociaux parisiens, qui sont assez grands pour ressembler à une grande ville, et assez petits pour être en réalité plusieurs petits villages superposés. La boîte de Julien avait appris. Pas pour moi spécifiquement, pour le schéma. L'avocate de Camille avait été rigoureuse. Il y avait eu une clause quelque part dans un contrat, une procédure RH que je ne comprenais pas entièrement et que je n'ai pas demandé à Sarah de m'expliquer. Et le résultat était que Julien n'occupait plus le poste qu'il avait occupé. Le titre de directeur régional avait disparu. Je n'ai pas ressenti de victoire quand Sarah me l'a dit. Je veux être honnête là-dessus, parce que la version honnête est plus intéressante que la version satisfaisante. Ce que j'ai ressenti,
C'est quelque chose qui ressemblait davantage à de la fatigue. La fatigue spécifique d'avoir été adjacente à une chose qui avait causé beaucoup de dégâts. Des dégâts à Camille, des dégâts à la femme de Marseille dont je connaissais maintenant le prénom, des dégâts à moi, d'une façon que j'étais encore en train de répertorier, et de regarder arriver les conséquences structurelles sans qu'aucun de ces dégâts ne soit réparé. Il avait perdu un titre. Camille avait perdu un mariage auquel elle avait cru. J'avais perdu 4 mois et l'espoir privé et particulier que je portais sur ces 4 mois. La femme de Marseille avait perdu ce qu'elle avait perdu, des années avant que l'une d'entre nous connaisse la forme de tout ça. La comptabilité ne s'équilibre pas. Elle ne s'équilibre jamais. « Tu vas bien ?» a demandé Sarah. J'ai dit « Je crois que j'y arrive ». Lucie est venue dîner 3 semaines plus tard. Ma sœur, qui habite à 40 minutes de Clermont-Ferrand et que je voyais moins souvent depuis la naissance du bébé, pas par distance, juste par la logistique que les nourrissons imposent à tout. Elle avait laissé son mari avec le petit pour la soirée et avait pris le train. Je lui ai parlé de Julien pendant le dîner. Pas tout, j'ai gardé certains détails. Mais assez. Assez pour qu'elle comprenne ce qui s'était passé et qui s'était tenu dans mon salon et ce qu'il y avait dans l'album. Lucie a écouté comme elle a toujours écouté, avec tout son visage, complètement présente, sans attendre son tour. Quand j'ai eu fini, elle a été silencieuse un moment, et puis elle a dit « Cet homme ne méritait pas que tu lui fasses la cuisine. Tu fais une très bonne soupe. » J'ai dit « C'est ce que tu retiens de tout ça ?» Elle a dit « Tu lui as fait une soupe quand il était malade, et il te mentait depuis le début. Ça veut dire que la soupe, c'était juste toi. C'était tout toi. Il n'a même pas eu la vraie chose. » J'ai regardé ma sœur à travers ma table de cuisine, et j'ai pensé à tout ce que j'avais donné à Lucie au fil des années. Les goûters, les séances de lecture, les soirs tranquilles de mardi, et comment elle avait reçu chaque chose sans jamais la prendre pour acquise. Sans jamais me gérer, ni me calibrer, ni utiliser mon affection pour elle comme un outil. Elle l'avait juste pris, directement, à 2 mains, et elle avait rendu ce qu'elle avait à rendre. J'ai tendu la main par-dessus la table, et j'ai serré la sienne, et elle a serré en retour, et puis elle a dit « Je peux avoir encore des pâtes ?» J'ai écrit une lettre à Camille, pas longue. J'y avais pensé pendant des semaines. Quoi dire, si dire quoi que ce soit, si les 2 heures sur mon canapé et l'échange de messages constituaient le genre de lien qui méritait une lettre. J'ai décidé que oui. J'ai décidé que c'était le genre de lien qui méritait d'être nommé, même brièvement, même imparfaitement. J'ai écrit « Vous êtes venu à ma porte parce que vous aviez besoin d'un témoin. Je veux que vous sachiez que j'ai été témoin. J'ai vu ce que vous avez construit, et ce que ça vous a coûté de le construire, et ce qu'il a fallu pour frapper à la porte d'une inconnue. Je ne sais pas ce qui vient pour vous maintenant, mais ce que vous avez fait ce matin-là a demandé plus de courage que la plupart des gens n'en trouveront jamais. J'espère que vous trouvez quelque chose de plus facile de l'autre côté. Vous méritez quelque chose de plus facile. Je l'ai relu 2 fois. Puis je l'ai mis dans l'enveloppe, et je l'ai posté avant de pouvoir le réécrire en quelque chose de moins vrai. Sarah était chez moi quand je suis rentrée de la boîte aux lettres. Je lui ai lu la lettre de mémoire. Je l'avais mémorisée sans le faire exprès, comme on mémorise les choses qui vous ont coûté quelque chose à écrire. Elle a été silencieuse un moment, et puis elle a dit « C'est qui tu es, Élise ?» Juste ça. C'est qui tu es. 4 mots. Mais les bons 4 mots, au bon moment, peuvent faire quelque chose qu'un long discours soigneusement préparé ne peut pas. Ils peuvent vous montrer vous-même de l'extérieur, juste brièvement, juste assez longtemps pour voir ce qui est vraiment là. C'est novembre maintenant. Le vrai novembre, le profond, quand Paris se refroidit assez pour que ça compte. Je suis assise à ma table de cuisine un dimanche matin avec un café encore chaud. J'insiste là-dessus. Le café chaud, ça me semble important d'une façon que je n'explique pas entièrement. Et Figaro est sur le rebord de la fenêtre, à regarder un pigeon avec la concentration appliquée de quelqu'un qui a un plan
et la lucidité de savoir qu'il ne l'exécutera jamais. J'ai 33 ans. J'ai un appartement de 42 mètres carrés qui est à moi. J'ai un travail que je fais bien. J'ai maintenant 7 200 € d'économie, un peu plus qu'avant, parce que je n'ai pas dépensé d'argent sur le genre d'espoir qui se révèle être une performance. J'ai une sœur qui pense que ma soupe est une preuve de mon caractère. J'ai une mère qui reste en ligne. J'ai une amie qui fait 40 minutes de route à 22 heures sans demander de contexte. Et j'ai tenu, dans mes propres mains, un album de mariage qui était aussi le document de toute la méthodologie d'un homme, et je l'ai remis sur l'étagère au-dessus de mes manteaux d'hiver, et je l'y ai laissé, et je ne l'ai plus sorti. La honte n'est pas disparue. Je veux être honnête là-dessus aussi, parce que la version de cette histoire où je vous dis qu'elle s'est complètement évaporée un mardi matin, avec la voix de ma mère dans la tête et la lumière de novembre par la fenêtre, ce serait une fin plus propre, mais ce ne serait pas la vraie. Ce qui s'est passé est plus petit et plus réel que ça. La honte est devenue plus légère, elle s'est mieux localisée. Elle a cessé d'être la première chose que je ressentais le matin et est devenue à la place quelque chose que je suis lentement, précautionneusement, en train de poser. Certaines personnes utilisent ce que tu leur donnes. Ça ne veut pas dire que tu avais tort de le donner. Ma mère a dit ça. Elle l'a dit quand j'avais 13 ans, à propos d'une amie qui avait répété un secret. Elle ne savait pas, en le disant, que je serais assise à une table de cuisine 20 ans plus tard, en ayant besoin que ce soit vrai pour quelque chose de bien plus grand. Mais c'est ça, la bonne phrase. Elle attend. Elle garde sa forme. Elle est encore là quand vous en avez besoin. Je m'appelle Élise Marchand, j'ai 33 ans, et je suis, lentement et imparfaitement et sans cérémonie, en train d'apprendre la différence entre la honte qui m'appartient et la honte qu'on a déposée à ma porte en partant. Il s'avère que cette différence, c'est tout. Avant de vous laisser, je veux vous poser une question, et je le pense vraiment. Est-ce que quelqu'un vous a un jour remis sa honte et est parti, et vous l'avez portée à sa place sans comprendre que c'était ce que vous faisiez? Ce moment où vous avez enfin compris qu'elle n'était pas à vous, comment c'était? Je veux savoir. Laissez-le en commentaire. Je les lis tous, vraiment tous. Je m'appelle Élise, j'ai 33 ans. Et si cette histoire vous a accompagné aujourd'hui, si une partie vous a semblé être quelque chose dont vous aviez besoin, appuyez sur j'aime, abonnez-vous pour être là au prochain, et partagez-la avec quelqu'un qui porte peut-être quelque chose qui n'a jamais été à lui. C'est peut-être la chose la plus utile que vous ferez aujourd'hui. À bientôt.